Créé en 2006, sous l'impulsion du groupe Telium, Bridge Bank Group Côte d'Ivoire s'impose comme une référence dans le secteur bancaire de lui et moi. En 2019, Eumon Kassi prend les rênes de l'institution qui est portée vers une expansion régionale ambitieuse. Doté d'une expertise solide dans le financement des entreprises et le trade finance, il fait partie du top 5 des managers les plus performants du secteur bancaire ivoirien en termes de croissance annuelle moyenne du bénéfice en 2020 et 2023, selon un classement effectué par le média Sika Finance. Bridge Bank Group Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui comme un véritable partenaire crédible auprès des PME, des grandes entreprises et des clients particuliers premium pour fournir une qualité de service irréprochable, véritable ADN de la banque. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Kassi. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Ça va très bien, merci. Je vous invite à mon bureau. Merci. Ces résultats, fruits du travail constant de ressources humaines engagées, ont valu à la banque de nombreuses distinctions, parmi lesquelles meilleure banque de Côte d'Ivoire en 2021, 2022 et 2023, dans le classement du célèbre magazine spécialisé Global Finance, meilleure banque PME 2024 au African SME Champions Forum, meilleure banque de Côte d'Ivoire en 2024 et 2025 dans le prestigieux classement annuel The Banker et 6 fois lauréat des pépites de l'accueil dans la catégorie secteur bancaire. Et quand vous avez du temps libre, parce que quand même dans tout ça, vous allez trouver du temps pour vous, comment vous occupez votre temps libre? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites peut-être la lecture, les films? Je regarde des films quand j'ai un peu de temps. Je fais du sport le matin, 4 fois par semaine quand j'ai un peu de temps. Et j'aime également en fait passer beaucoup de temps avec les enfants. Au moins, ils n'ont pas papa qui est toujours pour la banque, ils ont quand même des fois du temps où ils se retrouvent avec papa. Il y a des parenthèses effectivement où je suis avec les enfants. Et à l'entame de notre échange, on souhaiterait savoir comment vous positionnez dans le secteur bancaire très concurrentiel de la zone UEMOA. Le petit poussé a grandi, parti donc en 2006 dans un environnement hyper concurrentiel. Aujourd'hui, 20 ans après, on se retrouve donc la 8e banque de la Côte d'Ivoire sur la base des statistiques au 31 décembre 2025 en termes de ressources clientèle et d'emploi, et la 9e banque en termes de total bilan. Sur le plan de la sous-région, donc nous sommes le 13e groupe régional. Et nous sommes donc en fait dans le top 20 des 150 banques que compte la zone UEMOA. Classement très réduisant certainement pour vous, qui êtes à la tête de la banque depuis 2019. Et justement, parlant de performance, entre 2020 et 2025, la banque a quasiment triplé son résultat net, passant à peu près de 10 milliards 800 millions de francs CFA à 27 milliards de francs CFA. Quels sont les leviers, M. Kassi, qui ont favorisé cette croissance? Avant de parler donc de la performance sur les 5 dernières années, permettez-moi en fait de faire une analyse qui est un peu plus large en fait, qui tire sa source depuis 2015. Allez-y. La performance qui est visible donc en fait, la métamorphose connue donc sur les 5 dernières années a démarré en 2015 sur 3 périodes globalement. La première, 2015-2018, a été une année de renforcement des fondamentaux de l'institution, de renforcement des fondations de l'institution, de renforcement du réseau bancaire de l'institution avec donc, des agences qui ont été créées, avec un élargissement du portefeuille client qui était essentiellement donc, PME, qui a migré donc, progressivement vers des entreprises du secteur privé, mais également et surtout du secteur public, et un clin d'œil également donc, au retail sur lesquels nous avons élargi notre portefeuille en nous focalisant sur le premium. Donc cette année-là, cette période de 2015-2018 nous a permis vraiment de renforcer et également en fait de renforcer notre ADN aujourd'hui qui est la qualité de service. Et c'est justement ces fondamentaux qui nous ont permis à partir de 2019, qui est la seconde période, qui est donc la période, j'allais dire, de rupture en fait par rapport à l'historique, qui était une période donc censée avoir donc des défis majeurs puisqu'en fait on était au lendemain des nouvelles dispositions bâloises
qui avait donc en fait des défis majeurs sur les fonds propres, sur la gouvernance, sur la gestion de risque. Mais Bridge a pu utiliser justement, transformer ces défis majeurs en opportunités via donc en fait un plan stratégique qui a été bâti, ambitieux, mais surtout clair et partagé par toutes les parties prenantes, que ce soit donc l'ensemble des staffs et le conseil d'administration et donc disons toutes les parties prenantes. Le deuxième facteur qui a permis donc en fait d'enchaîner sur ce plan stratégique, en fait, c'était l'exécution. Il fallait une exécution donc disciplinée, et cette exécution disciplinée n'a pu être possible que grâce à un capital humain d'exception, donc des hommes et des femmes qui ont donc exécuté ce plan stratégique qui nous a permis donc d'avoir les effets escomptés donc sur la période que vous avez indiquée. Mais le troisième, il fallait à l'époque, je l'ai indiqué, donc renforcer les fonds propres, et nous avons eu donc la chance d'avoir un partenaire de référence qui est la CNPS, qui nous a rejoint en décembre 2019 avec 20%, donc en participant pour 20% au capital de Bridge, qui nous a permis donc en fait d'aligner les trois facteurs essentiels, stratégie, capital humain et capital de ressources financières, pour nous permettre justement de nous développer. Et là, c'était donc la deuxième période. Et donc la troisième période, donc celle dont vous parlez aujourd'hui, c'est la période où en fait on a commencé à récolter le fruit de justement ce plan stratégique qui nous a permis évidemment, comme vous l'avez indiqué, d'avoir une progression fulgurante avec quasiment doublé tous les métriques en fait au terme de 2025 comparé donc à 2021. Et vous avez parlé comme actionnaire de la CNPS. Quels sont aujourd'hui les actionnaires de référence de Bridge Bank et quels sont les dividendes en matière de politique de distribution des dividendes? Comment vous vous positionnez? Alors aujourd'hui, on a deux actionnaires de référence. Le premier actionnaire donc majoritaire, c'est le groupe Telium, qui détient 77% de la banque via sa holding financière qui s'appelle Bridge Group West Africa. Et également, nous avons la CNPS que j'ai mentionné tantôt, qui a 20% du capital, les 3% étant détenus par des privés. En termes de politique de distribution de dividendes, sur les 5 dernières années, donc, nous avons distribué environ 50% du résultat. En 2026, donc sur la base des résultats de 2025, nous sommes montés à 65%. Et notre plan stratégique 26-30 prévoit une distribution qui soit donc autour des 65%, sous réserve bien sûr en fait de respecter tous les ratios, donc d'avoir suffisamment de fonds propres pour financer notre croissance future. Au-delà de ces performances remarquables, la banque continue d'améliorer son efficacité opérationnelle à travers un coefficient d'exploitation en baisse constante, de 62% entre 2011 et 2019 à 41% en 2023. C'est vrai qu'au 31 décembre, nous sommes à 41,8% globalement, donc en agrégé avec notre succursale du Sénégal. Mais si on regarde BBGCI en stand-alone, on était à 39%, donc on est en dessous des 40%. Et là, on vient de très loin. En 2015, on était à 65%. Donc en fait, plus bas le ratio est, mieux la banque se porte en termes d'excellence opérationnelle. Dans notre plan stratégique 26-30, nous prévoyons de descendre en dessous des 35%. Et on prévoit de le faire de deux façons, donc en fait une augmentation continue des revenus, tout en maintenant en fait les charges à des niveaux en fait contrôlés sur la base donc de la digitalisation qui va se déployer donc sur les 3 prochaines années. Et on ne pourrait pas ne pas en parler. Vous venez d'avoir le visa de l'AMF pour l'introduction en bourse de Bridge Bank Group sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Pourquoi cette introduction en bourse maintenant et quelles sont les caractéristiques de cette opération? Alors, on se réjouit tous d'ailleurs d'avoir donc sécurisé l'approbation, donc le visa de l'AMF pour nous permettre donc d'aller sur le marché. On sait que la valeur Bridge Bank est attendue depuis un moment donc sur le marché de la zone UEMOA. Il faut noter qu'en dehors donc en fait des raisons classiques de tout IPO, la banque a connu une performance fulgurante sur les 3 dernières années. La banque a de belles perspectives en termes donc en fait de son plan stratégique qui est en train de s'exécuter, de nouveaux plans stratégiques depuis 2026 avec donc un niveau, j'allais dire quand on compare sur le premier trimestre déjà nous sommes à 40% au-dessus de l'année dernière, donc en fait on continue notre train de croissance, donc l'historique est réluisant, en même temps en fait le futur également il est réluisant. Le marché a besoin de valeurs dynamiques. Nous avons donc un marché boursier qui est lui-même porteur. Le dernier élément, c'est qu'en fait, les actionnaires ont besoin, ou la holding en fait a besoin de capitaux pour financer donc l'expansion géographique que nous anticipons à partir donc de 2026. Donc tous ces éléments réunis ont motivé donc en fait la cession de 20%
des parts donc détenues par la holding en fait dans Bridgebank Group Côte d'Ivoire. C'est également une façon de diversifier l'actionnariat et de permettre en fait à des personnes comme vous et moi d'être actionnaires de ce success story dans notre marché. Donc pour en revenir donc aux caractéristiques de l'opération, c'est une cession de 20% du capital sur la bourse. Le prix de cession donc fixé est de 6 750 francs par action, qui porte sur 10 millions d'actions, puisque nous avons dû fragmenter, faire un fractionnement donc, des actions à 6 750. Ce qui est intéressant d'ailleurs pour les nouveaux investisseurs, c'est qu'ils bénéficieront donc du résultat cumulé de janvier à juin. Ils pourront donc profiter justement de cette création de richesse qui aura été faite avant leur entrée dans le capital de Bridgebank. Et quelles sont les perspectives de la banque? C'est sûr que toutes les personnes qui vont participer à cette opération souhaitent savoir quelle trajectoire la banque va prendre pour l'avenir. Quelles sont les perspectives? Comment vous anticipez l'évolution de la banque? The future is bright. Et je pense que c'est l'expression qui résume ce que nous entrevenons, parce qu'en fait, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc la période 2015-2018, 2019 et la période 2021-2025 va se répéter. Nous prévoyons de doubler en fait ce que nous avons fait en 2025 sur 2030. Donc doubler le bilan. Doubler en fait le résultat pour être au-delà de 50 milliards contre en fait les 27 milliards que nous avons enregistrés en 2025. Nous allons également doubler les ressources clientèles, doubler notre réseau. Donc vous verrez une banque en fait nouvelle avec donc des performances qui sont, j'allais dire, au-delà de ce que nous avons connu sur les 5 dernières années. Est-ce que dans ce que vous dites, il faut se dire aussi que la banque va se déployer sur de nouveaux marchés? Oui, tout à fait. À court terme, au niveau de la holding bancaire, en fait, il y a des projets d'expansion. Nous sommes en train de regarder des pays comme la Guinée-Conakry qui vont se faire pas au niveau de Bridgebank Group Côte d'Ivoire, mais en ce qui concerne donc en fait BGOA, qui est la holding qui va donc se déployer dans ces marchés. Donc en fait, globalement, sur le plan stratégique 2030, Bridgebank Group Côte d'Ivoire et BGOA ambitionnent de couvrir 6 pays contre les 2 pays que nous couvrons aujourd'hui. Monsieur Kassi, si nous devons retenir une seule chose de notre entretien, ça serait quoi? Ça serait que j'appellerais en fait les investisseurs à souscrire massivement donc à ces success stories parce que les performances historiques vont être décuplées en fait dans le futur au regard donc en fait du plan stratégique qui a été mis en place, mais au regard de gros investissements de digitalisation que nous avons donc lancés depuis l'année dernière, qui vont commencer donc en fait à avoir leur impact à partir de l'année prochaine. Et donc, j'invite tous les Ivoiriens, tous les investisseurs de la sous-région, en fait, à nous faire confiance et à continuer donc à investir dans la structure.